Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti! Et cette semaine, c'est une autre Marie que j'interviewe, il s'agit de Marie Lecuyer, qui est sophrologue spécialisée dans l'estime et l'affirmation de soi. Tout un programme. Elle fait également partie du réseau Bouge ta boîte, un réseau qui bouge pas mal sur le pays ventais. Marie est basée à Auray et on a une magnifique vue sur le centre très joli de Auray. Merci Marie de m'accueillir. Première question pour te définir, moi j'imagine qu'avec mes questions tu pourras plus développer sur toi, ce que tu fais, etc. Mais là, une première question, si tu pouvais te définir en 3 tags, alors 3 hashtags, comme c'est la mode avec les réseaux sociaux. Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais te... Je suis dynamique, optimiste, et il y a un truc qui est pour moi hyper présent en ce moment, donc je vais le dire aussi parce que c'est ce qui me vient, structuré. C'est important pour moi, alors c'est pas psychorigide, c'est pas ça du tout, mais c'est important pour moi le côté structure. Je pense que, j'en reparlerai sans doute tout à l'heure, mais j'accompagne les gens sur l'affirmation de soi, et donc c'est d'être en capacité de poser un cadre, ses limites, ses besoins et tout ça, et donc ça c'est important pour moi, donc c'est très présent dans ma vie. Alors en tant que sophrologue, tu dois connaître, j'imagine, je crois que c'est une sophrologue qui m'en a parlé, l'histoire des 3 kiffs, tu sais, quand on faire le bilan de sa journée avec tes 3 kiffs par jour. Ouais. Si toi, tu devais donner tes 3 kiffs quotidiens, là, dans une journée, c'est quoi qui te fait kiffer Bouquiner, c'est le premier truc qui ressort. Bouquiner, passer du temps avec mes enfants et aller profiter de la nature. J'habite en pleine forêt et on a un très grand jardin aussi, et c'est important pour moi d'aller prendre un temps pour me ressourcer justement dans la nature, quoi. Et ça c'est le kiff, et le kiff suprême, c'est que dans la forêt où on habite, il y a une rivière, et donc embarquer les enfants pour aller prendre le goûter à côté de la rivière par exemple, quotidiennement, c'est pour moi royal, quoi. Voilà. Il y en a qui ont des vies pénibles quand même. C'est ça. C'est clair. Alors en cette période de crise, j'ai lancé les podcasts en début d'année, là maintenant on semble sortir quand même des trucs, mais je fais le pari de parler d'optimisme alors qu'il y a plein de gens qui sont pas optimistes face à la période, et j'entendais encore ce matin à la radio, parce que mon conjoint aime bien allumer la radio le matin pour avoir des super bonnes nouvelles. Du coup, il est à la radio ce matin, il parlait du quoi qu'il en coûte de Emmanuel Macron, qui va nous coûter très cher. Donc c'est pas des nouvelles réjouissantes, mais pour moi l'optimisme, ça a quand même sa place dans cette période, et encore plus. Et je vois ça comme, moi je le définirais comme voir la vie à travers un rayon de soleil, l'optimisme. C'est ma définition, d'où un petit rayon de braise. Toi, quelle serait ta définition de l'optimisme ? Là pour le coup c'est très sophro, mais pour le coup aussi j'ai grandi avec ça, par mon histoire familiale, etc. Pour moi l'optimisme c'est pas de faire l'autruche et de dire que ce qui ne va pas n'est pas là, c'est pas ça, mais c'est au contraire un peu comme si tu avais un projecteur et que tu tournes le projecteur vers ce qui va bien pour lui laisser davantage de place et d'espace dans le quotidien et tout ça. Et pour moi, l'optimisme, c'est ça, c'est de faire un choix. Mais c'est vraiment une prise de parti, quoi. De faire le choix de mettre en lumière ce qui va bien plutôt que de ressasser ce qui est plus compliqué, plus difficile, quoi. Donc ça passe par des petites choses, mais au lieu de... tu parlais des 3 kiffs par jour, au lieu de se dire punaise, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais aujourd'hui, de plutôt prendre le temps en fin de journée de se dire c'était génial, j'ai passé un bon moment là, je me suis amusée là, de mettre plutôt ça en lumière. Donc c'est un choix pour toi.
pour moi, c'est une prise de position et un choix, un regard que tu portes sur la vie, quoi. Ouais. C'est de où tu choisis de porter ton éclairage, quoi. Et si on regarde les gens qui sont dans des situations extrêmes, un peu de misère, est-ce ils peuvent vraiment prendre ce choix de l'optimisme? Alors, je pense que il y a c'est certainement... Quoique je sais pas, j'allais dire que c'est certainement beaucoup plus facile d'être optimiste quand tu as la sécurité financière et la sécurité émotionnelle, etc. C'est certainement beaucoup plus facile et beaucoup plus... Enfin oui, plus facile, plus accessible. Mais je pense pas que ce soit une question de ça, et je pense que même quand tu es dans des situations extrêmes, je pense qu'au contraire, être optimiste, c'est vraiment une ressource parce que c'est ce qui te permet de continuer à te redresser, à avancer et à continuer tout court, quoi. Donc pour toi, on peut se permettre d'être optimiste même dans des périodes comme celle-ci où voilà, il y a des boîtes qui coulent. Je pense que c'est surtout je pense que c'est surtout là qu'il faut être optimiste. Enfin qu'il faut, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai besoin. Alors j'en parlais il y a pas très longtemps. Des fois j'ai l'impression d'avoir un côté un peu bisounours, mais moi j'ai envie de croire que cette période-là, elle est au contraire un terreau fertile pour faire pousser d'autres choses, quoi. J'ai l'impression, moi par exemple, je suis, comme je te le disais, sensible à la nature, à l'environnement. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de prises de conscience qui ont été faites, qui ont été prises en tout cas là ces derniers mois et tout ça. Donc ça va peut-être, sans doute, j'espère, déboucher sur des choses beaucoup plus positives et constructives et structurées. Donc oui, moi je pense que c'est au contraire dans les moments les plus difficiles que le fait de se raccrocher à du positif, c'est puissant, et que je pense que c'est dans ces situations-là que quand on est au pied du mur, qu'on peut donner un coup de talon pour rebondir et se tourner vers des choses qu'on choisit davantage, quoi. Je pense que c'est dans les situations difficiles où il est le plus important de rester optimiste, et je pense que c'est en étant optimiste dans ces situations-là qu'on peut transformer des choses en quelque chose de vraiment joli, quoi, et plus proche de ce qui est important pour nous. Voilà. Cool, alors j'ai une petite citation, j'aime bien les citations. Ouais. Autour de l'optimisme. Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans l'huître pour payer la note. Ok. Donc ça, c'est une citation de Tristan Bernard. C'est un peu fort pour décrire l'optimisme. Par rapport à cette citation, comment est-ce que toi, tu te définirais en tant qu'optimiste? Quel optimiste es-tu? Alors, l'optimisme dont tu parles là, c'est parier sur quelque chose qu'on ne sait pas mais qu'on espère. Moi je suis pas dans cette dynamique-là, je suis plutôt dans le fait de les choses que je vois et qui me sont positives, c'est celles-là que j'ai envie de mettre en lumière, comme je te le disais, et pour moi c'est ça, être optimiste, c'est pas d'espérer des choses qui peut-être vont arriver, mais de venir nourrir et renforcer ce qui est déjà source de positif pour que ça prenne encore plus de place. Et voilà, pour moi c'est plus, enfin je me sens plus de cet optimisme-là, de renforcer ce qui va bien, quoi. Mais ça c'est aussi très sophro, hein, pour le coup. Voilà. Et alors, tu vas peut-être me dire que c'est la sophrologie, mais quel est ton secret pour rester optimiste? Ouais. Il y a effectivement la sophro. Après, en dehors de la sophro, pas forcément en dehors d'ailleurs, c'est un peu à cheval, mais de faire des choix en adéquation avec ce qu'on est vraiment pleinement. Je pense que c'est important. Tu vois, tu plaisantais tout à l'heure par rapport à la vie qui est dure pour quand on choisit quand on habite dans une maison, mais faire des choix en adéquation avec ses besoins, avec ses valeurs. Moi, c'était important pour moi de vivre dans la nature, d'être au cœur de la nature, donc avec mon conjoint aussi. Donc on a fait des choix, et c'est aujourd'hui ce qui est source de grand plaisir pour nous et
d'optimisme au quotidien parce que ça vient nourrir un besoin chez nous. Et c'est pour ça aussi que je parlais de choix tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment une question de choix. Quand tu t'écoutes, quand tu écoutes tes besoins, tes envies, tes valeurs et tout ça, c'est beaucoup plus facile de trouver du positif dans ton quotidien. De se remettre acteur pleinement de sa vie et de... Je peux te donner une anecdote que je donne souvent en séance. Je peux ? Bah, bien sûr. Je l'ai compris en montage. C'est exactement comme si t'as un balcon et t'as des fleurs sur ton balcon. Tu sors le soir chez toi parce qu'il faut arroser tes fleurs. Ça te saoule, t'as passé une grosse journée pourrie, t'as juste envie de te poser dans ton canapé, t'as pas envie d'aller arroser tes fleurs, tu le fais parce que tu dois le faire. Et voilà, c'est pénible, mais tu dois le faire donc tu le fais. Ça, c'est la première option. L'option que je choisis moi de mettre en place, c'est de me dire, c'est important pour moi d'avoir des fleurs sur mon balcon. Pour avoir des fleurs sur mon balcon, il faut bien qu'elles soient arrosées. Donc je fais le choix d'avoir des fleurs et donc d'aller les arroser. Et le soir, quand je sors les arroser, je sais qu'en les arrosant, je me fais plaisir puisque c'est ce qui va permettre aux fleurs de fleurir. Et voilà. Donc tu vois, ça c'est une question de choix. L'action en elle-même, c'est la même chose, c'est arroser les plantes, passionnant. Mais d'un côté, tu subis le truc et c'est pénible et difficile. Et de l'autre côté, tu viens nourrir un besoin et donc ça, c'est positif. Et donc pour moi, le secret, c'est ça. C'est d'être dans cet état d'esprit-là, de revenir à ses propres choix et à ses propres décisions pour savoir pourquoi tu fais les choses et remettre du sens, en fait. C'est chercher le sens derrière. Ouais. Pour se motiver, ouais. en fait. Donner l'énergie. Et puis des fois, quand il n'y a pas de sens, de réussir aussi à dire non, ça me convient pas, j'ai pas envie, ça sert à rien, ça ne nourrit rien chez moi, donc j'arrête. Mais en tout cas, d'être dans cette dimension de choix-là. Ouais. Pour moi, l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui sait voir les apprentissages et qui, dans les difficultés, voit ça comme des expériences et des opportunités de grandir. Ouais. Est-ce que la dernière année a chamboulé tout le monde ? Année et demie même. Est-ce que toi, tu as appris des choses sur toi, sur ton entreprise, ton entourage ? Est-ce que ça t'a permis de progresser, d'évoluer ? Oui, alors... ce que j'ai appris sur moi, c'est justement ce que j'évoquais en tout début, c'est ce besoin de structure là, parce que je pense que le contexte y a été pour beaucoup aussi, parce que plus travailler, ne plus changer de cadre, rester à la maison, etc. Toute ma structure de vie, mais comme beaucoup, en tout cas j'entends beaucoup ça, a été complètement éclatée. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi d'être, je redis, c'est pas psychorigide, mais d'avoir une structure, d'avoir un fil conducteur. Donc ça m'a appris ça sur moi, ce besoin-là de structure. J'ai aussi eu vraiment une profonde envie d'aller vers de l'autonomie. Ça, je pense que c'est très en lien avec l'endroit où je vis, où il y a un peu un microcosme comme ça de gens qui ont envie de subvenir à leurs besoins en faisant un très grand potager, en faisant leur propre bois, d'être dans une dynamique de consommer moins, de consommer mieux. Et donc ça a été encore renforcé pour moi. J'ai pris plaisir à acheter auprès des producteurs locaux, etc. Par exemple, c'était déjà présent avant, mais encore plus. Donc voilà, de revenir à du moins mais mieux, c'est quelque chose qui a émergé encore plus fort. Pour mon entourage, très sincèrement, j'ai trouvé ça génial en fait de passer le premier confinement là. J'ai trouvé ça, alors comme je disais tout à l'heure, très anxiogène par rapport à ma vie professionnelle, mais par rapport à la vie familiale, j'ai trouvé ça génial de se retrouver dans un espèce de petit cocon. En plus, habitant vraiment très excentré, on était vraiment... Si on n'allumait pas les infos, nous on était juste en grandes vacances en fait. Et c'était... il faisait beau, comme beaucoup on a fait du pain, on a fait des pâtes, on a fait... on a partagé plein de moments, c'était vraiment une parenthèse un peu magique. C'était juste le moment où on ressortait pour aller faire des courses par exemple, où là le choc était un peu raide. Et par rapport à mon entreprise, ça m'a donné la certitude profonde que si j'avais passé ça et que ça l'avait fait,
que les bases étaient solides et que je pouvais me rassurer moi par rapport à ça et être plus sereine, quoi. Donc effectivement, il y a plein de choses positives qui ont émergé de tout ça. Ouais. Chouette. J'ai une dernière question sur l'optimisme avant qu'on passe aux questions sur toi. Donc j'ai créé, puisque je t'ai dit avant, cette série de podcasts pour les gens déprimés, en espérant les inspirer un minimum. En tout cas, ceux qui sont un peu stressés et qui sont pas optimistes, essayer de leur donner un peu de positif et des clés surtout pour être positif. Donc justement, est-ce que toi tu as une clé à donner, un conseil? Alors personne n'est là pour donner des conseils, personne pour donner des conseils à quelqu'un, mais quand même si tu avais une clé à partager pour rester, devenir optimiste, ce serait laquelle? Alors, une clé pour rester optimiste. Je pense que c'est s'écouter, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça la clé, c'est de réussir à s'écouter. Pour moi, s'écouter, c'est un peu comme si tu avais une boussole, et ce qui te permet de savoir vers où naviguer selon ce que tu ressens et tout ça. Et je parlais de choix, ça te permet aussi de faire des choix qui sont justes pour toi, et pour moi, c'est vraiment une clé pour faire entrer plus de positif dans sa vie. Et il y a un bouquin qui est génial là-dessus, c'est un bouquin qui s'appelle « Être heureux n'est pas nécessairement confortable », parce que faire des choix, c'est pas toujours confortable, se positionner, c'est pas toujours confortable, s'écouter, c'est pas toujours facile, ni confortable, mais je pense que c'est vraiment la clé pour beaucoup de choses. Donc pour moi, ce serait ça, de s'écouter. Et le corps, c'est ça aussi, quand je dis s'écouter, c'est pas s'écouter en train de penser et de réfléchir à toutes les difficultés, etc. Parce que ça, c'est très mental et je prends souvent l'image d'un petit hamster qui se met à turbiner dans sa roue et une fois que ça s'emballe, c'est difficile de l'arrêter. Alors que le corps, quand on écoute le corps, il a beaucoup de choses à nous dire et enfin, il exprime beaucoup de choses et je pense qu'il y a plein de clés là. Donc écoutez, revenir au corps pour mettre le mental un peu sur silencieux et avoir une boussole plus claire, plus lisible. Je connais le hamster. Ouais. J'ai un cerveau qui, tout le temps, en permanence, n'écoute pas. Très mental. Après, c'est une question d'éducation et de personnalité, j'imagine. Mais je pense que c'est pas une fatalité et je pense que beaucoup des personnes que j'accompagne, elles sont beaucoup dans le mental et c'est aussi ça qui est difficile, c'est qu'en fait il y a une espèce de scission qui se fait entre le corps et l'esprit alors qu'ils sont faits pour aller l'un avec l'autre. On peut pas avoir que l'esprit ou que le corps, c'est forcément les deux ensemble. Et donc de ramener un peu d'équilibre entre les deux, c'est pour moi la clé pour beaucoup de choses, pour être positive, pour être bien dans ses baskets, Alors, avant que j'oublie, j'ai une petite question qui est nouvelle. Ouais. C'est pas moi qui la pose, en fait, c'est l'interviewée précédente. Donc là, pour le coup, ce sera Marie, j'ai oublié de son nom de famille, mais de Pew Communication, que j'ai interviewée à Saint-Avé il y a 1 ou 2 semaines. Et donc, la question qu'elle te pose, et puis après, tu auras l'opportunité de définir la question de la personne suivante, c'est quelle est la couleur pour toi de l'optimisme? J'ai la forêt en fait en tête. Donc je dirais vert. Pour moi, c'est vraiment ça. Par rapport à cette couleur-là, ça me fait penser beaucoup à la permaculture et à l'idée que le problème est la solution en fait. Et donc pour moi, ça c'est aussi de l'optimisme, de se dire qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc permaculture, vert, forêt, vert, optimisme. Ok. Et donc je te laisse l'opportunité de poser la question qui sera posée à mon prochain interview, qui est cet après-midi. Ok. Qu'est-ce que cette personne-là met en place pour diffuser l'optimisme autour d'elle? Ta réponse à toi, ce serait quoi? Je suis sophrologue. Je pense ça et puis j'essaye, j'ai un côté très enfantin aussi et j'essaye de préserver ça. Je parlais de bisounours, c'est un peu excessif, mais quand tu préserves ton regard d'enfant sur l'existence, je pense que
c'est beaucoup plus facile d'être optimiste. Et je pense que c'est contagieux. Voilà. Super, mais on va maintenant passer aux questions sur toi. Et on commence tout de suite avec une anecdote incroyable que tu souhaiterais nous raconter, que tu as vécu, un truc un peu insolite ou... Ouais, je vais te raconter un truc qui est important pour moi. Je sais pas, c'est peut-être pas très extraordinaire, mais il y a quelques années de ça, j'étais bénévole dans une asso de thérapie à médiation équine, donc où les chevaux interviennent en support pour des soins auprès de personnes avec des handicaps divers et variés. Et cette asso-là proposait des formations que je retrouve le nom, d'éthologie comparée homme-cheval. Donc j'ai fait cette formation-là et du coup je connaissais tous les chevaux de l'asso, mais l'asso se trouvait dans une structure plus grande avec d'autres chevaux que je ne connaissais pas. Et donc pour cette formation, il fallait aller chercher un cheval avec lequel travailler. Moi, ça m'embêtait un peu d'aller choisir un cheval que je connaissais déjà. J'avais envie de rencontrer, tu parlais tout à l'heure de faire des nouvelles rencontres, mais c'est un truc important pour moi aussi, donc j'avais envie de rencontrer un nouveau cheval. Et donc la formatrice dit, dans le champ là-bas, il y a un cheval, voilà, c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Donc je vais dans ce champ-là, je rentre, donc il y avait plein de chevaux, et il y en a un qui me suit, qui me gratouille ma poche à l'arrière et tout ça. Je me retourne, je fais une gratouille, je continue, il me suit. Bref, je prends le cheval que la formatrice m'avait dit, je sors de la pâture, je l'amène là où on faisait le cours, et elle me dit, mais c'est pas ce cheval-là que je t'ai demandé de ramener. Je sais pas, tu m'as dit là. Non, mais c'est pas dans ce champ-là. Et en fait, je suis allée dans ce champ-là au hasard pour prendre le cheval qui n'était pas le bon, mais tout ça pour dire que le cheval qui est venu me gratouiller la poche et qu'à aucun moment je n'aurais dû rencontrer, du coup, parce que j'avais rien à faire là, j'ai très fortement accroché avec lui. Je l'ai trouvé particulièrement attrayant, enfin je sais pas, il dégageait un truc qui m'a plu tout de suite. Et en fait, c'est devenu mon cheval. Voilà, ça a été la rencontre improbable d'une grande histoire et d'une grande relation qui a commencé comme ça, sur une mauvaise compréhension et un mauvais chant, un mauvais cheval. Et voilà. Donc c'était pour moi très fort. Voilà. Merci. La Bretagne et toi en un mot. T'as parlé de Queen Yaman. Gourmandise. Ton petit coin de paradis en Bretagne. La forêt de Camors. Phare breton ou Queen Yaman? Queen Yaman et Queen Yaman. Galette ou crêpe? Galette. Un dernier mot en breton? Un dernier mot en matré. Ça veut dire? Très bien. C'est très bien. Ok. Et une petite question que j'ai oubliée sur la marinière, j'allais l'oublier. Est-ce que tu penses qu'elle est toujours à la mode ou... Je pense que c'est un indémodable et un incontournable. Ouais. Merci. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce 17e épisode. Et oui, déjà 17. Un petit rayon de braise, ça continue tout l'été, toujours en alternant un article et un épisode, chaque semaine de nouveaux contenus. Et pour cette rentrée, je vous réserve une petite surprise. Si tout se passe bien, ce sera mi-septembre, ce sera un invité incroyable que j'admire beaucoup et que vous connaissez certainement. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et une très belle journée ensoleillée. À bientôt!